Également les nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie chez nous. Les bars et les restaurants vont fermer dès lundi. Résultat, de nombreux Belges se ruent dans les établissements Horeca ce week-end. Nous reviendrons également sur ce qu'on appelle depuis hier la bulle de 1. Concrètement, nous avons droit à avoir des contacts rapprochés avec une seule personne en dehors de notre foyer. Nous verrons l'impact que peut avoir ce genre de mesures sur l'épidémie en plateau avec Martin Biltereis. Autre conséquence du virus, le moral des Belges est en berne. C'est là l'un des grands défis que doivent relever les autorités, faire accepter ces mesures et garder l'adhésion de la population. Enfin, cette découverte d'envergure au Pérou, une nouvelle ligne de Nazca a été découverte. Ce sont ces dessins immenses, visibles seulement depuis le ciel et dont on ignore toujours la signification des millénaires après leur création. Grand titre de l'actualité ce soir, ces nouvelles mesures annoncées hier par le comité de concertation. Notre quotidien va à nouveau être bouleversé dans les semaines qui viennent. Le secteur de l'Horeca va par exemple devoir fermer pendant au moins un mois. Or, ce que les autorités voulaient éviter semble par endroits se confirmer. De nombreux Belges se ruent dans les restaurants ce samedi pour en profiter une dernière fois. Alexis Gonzalez. Tout au long de la journée, le téléphone sonne. Le personnel est constamment dérangé, mais le carnet de réservation se remplit. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis le matin, depuis 10 h du matin. Et voilà, on essaie de faire au moins un petit service, je vais dire entre 18h30 et 19h45, 19h, 20h30. Et le deuxième service vers 21h30. Mais sinon, voilà, si vous voyez le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Placez les couverts, les verres sur les tables déjà toutes réservées. Il faut travailler vite avant l'arrivée des premiers clients. On travaille plus que d'habitude, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est normal, les gens aimeraient bien profiter d'un dernier restaurant, surtout. Et voilà, on est là, on se donne tout ce qu'on a. Cet afflux de clients réjouit le personnel, mais dans les faits, les restaurants sont rapidement remplis à cause des mesures précédentes et de la distance imposée entre les tables. Depuis hier soir, le téléphone a un peu plus sonné, en tout cas pour dimanche soir et pour ce soir. Mais comme je dis, nous n'avons plus que 85 places dans le restaurant au lieu de 120. Donc c'est vite complet et on ne sait pas faire plus que ce qu'on sait faire. Donc. Certains clients, beaucoup de fidèles, ont réservé ou viennent boire un verre par solidarité. C'est un endroit qu'on fréquente très régulièrement, chaque semaine. On connaît bien le patron et il nous semblait tout à fait évident de passer un moment ici. On compte descendre demain en espérant pouvoir trouver une place et soutenir ici l'Horeca Namurois en tout cas. Une solidarité bienvenue à l'aune d'une période d'incertitude pour tout un secteur. Les collaborateurs, il faut vous dire, sont quand même assez tracassés. Il y en a même qui me parlent, qui me demandent si c'est encore un métier d'avenir. On pense qu'on aurait pu faire un couvre-feu, je vous répète, à 22 h pour tout le monde. Derrière la motivation des employés de l'Horeca se cache de la détresse, une détresse masquée, mais bien réelle. Et cette fermeture pendant au moins un mois est très mal accueillie par certains tenanciers de bars ou de restaurants. Beaucoup craignent aujourd'hui clairement pour la survie de leur établissement. Après des mois déjà difficiles, certains estiment qu'on leur porte le coup de grâce. Valentin Boigelot. Dans l'Horeca, la colère est grande. Comme beaucoup, Séverine fait ses comptes, mais avec les nouvelles mesures, elle craint de voir fermer son restaurant définitivement. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est tuer des commerces qui mettent au boulot, moi personnellement, on est 14 ici, 14 personnes potentiellement qui seront tous au chômage dans un mois. Parce que moi, j'ai aucune certitude de réouvrir dans un mois, aucune. Ce que je vais faire pendant un mois, là j'ai des amis qui me disent « tu vas pouvoir te reposer ». Je ne vais pas me reposer. Je vais préparer le document, les dossiers que je vais pouvoir aller déposer au tribunal du commerce pour dire « voilà dans quelle situation je suis, qu'est-ce qu'on fait ?» On fait faillite ou on fait PRJ? On en est là. Il faut se rendre compte de ça. Et on est plein dans le cas. Les autorités annoncent un soutien pour l'Horeca. Il est question d'un doublement du droit passerelle pour le secteur, des montants jugés dérisoires. Ça va me permettre de faire quoi? De payer moi, l'emprunt de ma maison, parce que le sursis qu'on a eu de 6 mois par rapport aux emprunts arrive à échéance. Donc merci. Merci l'État de nous permettre de payer le toit au-dessus de notre tête. Et nous, en Horeca, on est juste comme ça, étranglés.
assaillis de rappels de paiement, assaillis de courriers de recouvrement, et on n'a aucune possibilité de rembourser qui que ce soit, puisque notre activité est mise à l'arrêt du jour au lendemain. Pour les cafés et restaurants, le coup est d'autant plus dur qu'à leurs yeux, une fermeture totale n'est pas justifiée. Combien de personnes travaillent dans l'ORECA en Belgique? Combien de personnes qui sacrifient leur vie personnelle, leur vie familiale, qui sont des acteurs sociaux, parce qu'on a un rôle social à jouer. Moi, le nombre de gens ici qui viennent pour chercher du soutien, du réconfort, de l'humour, un moment, des personnes âgées, parce que moi je suis un établissement qui accueille beaucoup de personnes âgées, ils trouvent ici un lieu de vie. Comment l'ORECA va-t-il encaisser cette nouvelle période? Le secteur attend une rencontre avec les autorités. Et on le voit, cette fermeture est vécue comme un drame par certains ou certaines. Le fédéral a déjà promis 500 millions d'euros d'aide pour le secteur de l'ORECA, les forains et l'événementiel. On va en parler avec vous, Rachel Crivellaro, bienvenue. Concrètement, comment ces aides vont-elles être distribuées ? Alors, le droit passerelle, vous savez, c'est cette indemnité versée pour pallier le manque de revenus en raison de la crise sanitaire. Eh bien, ce droit passerelle va être doublé, soit 1 614 € pour les indépendants avec charge de famille et 1 291 pour les isolés. Ces deux montants seront donc multipliés par 2. Ceux qui ont du personnel bénéficieront d'une exonération des cotisations NSS pour un trimestre. On parle bien d'exonération et pas de report. Et l'État prendra à sa charge les primes de fin d'année du personnel qui a connu des périodes de chômage économique. À noter aussi la prolongation du droit passerelle dit reprise. Ça concerne tous les indépendants. C'est un petit coup de pouce en cas de reprise d'activité qui aurait été interrompue par les mesures anti-Covid. Alors, notons que des aides régionales doivent également en principe suivre. Mais dans l'état actuel des choses, est-ce que les aides fédérales annoncées sont suffisantes pour maintenir le secteur à flot ? Alors, on estime que ces aides représenteraient plus ou moins 6 000 à 7 000 € d'aide par établissement. Elles permettront donc aux entrepreneurs de survivre à court terme, de nourrir leur famille, mais elles ne leur permettront pas forcément de payer tous leurs coûts fixes, leurs fournisseurs, d'honorer éventuellement des crédits hypothécaires, d'investissement, etc. Conclusion, ces aides ne pourront pas empêcher un risque de faillite ni son cortège d'effets collatéraux, car des fournisseurs qui ne sont pas payés, par exemple, sont aussi exposés à un risque de faillite, qui mettent à leur tour en danger leurs propres sous-traitants, etc. etc. Et c'est l'effet boule de neige, on le voit. Merci beaucoup Rachel Crivellaro pour ces explications en direct. Par ailleurs, on a appris cet après-midi que Sophie Wilmès a été testée positive au coronavirus, une contamination qui est probablement survenue au sein de son cercle familial. La ministre des Affaires étrangères a donc été placée en quarantaine. Vous le savez sans doute, dans les nouvelles mesures annoncées hier, il y a ce qu'on appelle la bulle de 1. Ça signifie que vous ne pourrez plus avoir de contact rapproché qu'avec une seule personne en dehors de votre foyer. Alors, question difficile, qui choisir ? Vous allez le voir, ce n'est pas toujours évident. Simon Brem, Alison Delpierre. Céline a été un peu catastrophée en apprenant que sa bulle rapprochée allait être réduite à une personne. C'est super dur parce que probablement que je ne choisirai pas la même personne que mon compagnon. Alors, est-ce qu'elle peut venir ici? Est-ce qu'elle ne vient pas ici? Est-ce que je dois la voir à l'extérieur? Il n'y a plus de resto, il n'y a plus de café, donc on se voit en rue. Enfin, tout ça est un peu bizarre quand même. C'est pas très humain, on va dire. Vous devrez donc choisir une seule personne en dehors de votre foyer que vous pourrez voir sans masque et sans geste barrière, toujours la même pendant un mois. Mais comment la choisir ? Ce que je vais faire, c'est que je ne choisirai pas cette personne, vraiment. Je vais continuer à rester masquée le plus possible. Je vais limiter mes contacts à ma famille, évidemment, mon foyer. Je suppose que je verrai mes sœurs, mais toujours masquées aussi, parce que j'ai 3 sœurs et c'est pas évident de choisir entre les 3. Mais Céline est loin d'être la seule à se demander comment s'organiser avec cette nouvelle mesure. C'est embêtant pour nous, une personne, moi j'ai 2 sœurs et un frère, je fais quoi? Je choisis entre. Donc voilà, c'est un peu délicat, disons. Je trouve que c'est un petit peu compliqué quand on a des grands-parents. En voir un seul de cette manière, je trouve ça un peu compliqué, mais bon, les règles sont là pour être respectées. Sans compter que certains ne comprennent pas tout à fait l'utilité de cette bulle de 1. Moi je pense que c'est un peu illogique et un peu trop aussi sévère par rapport
par rapport à ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas là pour vérifier. Les bulles, depuis quelques mois, on sait très bien que, enfin moi le premier, c'est très peu respecté. Pas par mauvaise foi, mais c'est juste qu'on veut voir ses parents, c'est tout de suite 2 personnes. Quoi qu'il en soit, il vous reste donc peu de temps pour décider qui dans vos proches, en dehors de votre foyer, constituera votre bulle de 1 pendant les 4 prochaines semaines. On le voit, ces mesures vont avoir des conséquences sur nos vies. Elles en ont déjà. Mais les questions que l'on se pose tous, elles sont claires. Les mesures seront-elles efficaces? Combien de temps cela va prendre pour faire diminuer la courbe? Bonsoir Martin Bulterreis. Vous n'avez évidemment pas de boule de cristal. Hélas. Mais on peut tout de même analyser les mesures prises en mars dernier et voir leur impact sur l'épidémie. Ben oui, souvenez-vous, on a été confinés à partir du 17 mars dernier. Ce jour-là, 497 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées. Et malgré le confinement qui vise à éviter une saturation des hôpitaux, ce chiffre va plus que décupler jusqu'à atteindre 5 759 personnes à l'hôpital le 6 avril, soit 3 semaines plus tard. Et on est repassé sous la barre symbolique des 1000 personnes seulement le 28 mai, soit plus de 2 mois après le début du confinement. À vous entendre, on a l'impression qu'un mois de mesures, ça ne suffira pas forcément. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, Laurent. À l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas de politique massive de tests ni de traçage. Il n'y avait même pas assez de masques, voire en fait pas du tout. Dans cet état d'urgence et d'impréparation, il n'y a pas eu d'autre choix que de prolonger le confinement de semaine en semaine. Aujourd'hui, la situation, elle est fort différente quand même. On teste plus, on isole les personnes, même celles qui ne sont pas symptomatiques, ainsi que les cas contacts. Alors pourtant, la pression sur les hôpitaux augmente. C'est donc maintenant qu'il faut prendre des mesures. Un couvre-feu et la fermeture complète des bars et restaurants sont donc sortis du chapeau du gouvernement. Donc soyons clairs, un mois avec ces mesures, ça peut faire la différence? En tout cas, selon plusieurs experts, oui. Exemple chez nos voisins français avec la Guyane. Dans ce département d'outre-mer, un couvre-feu est en place depuis la fin du mois de juin, entre minuit et 5 heures, exactement comme chez nous. En fait, désormais en place donc entre 5 heures et minuit. Il a eu, selon l'agence régionale de santé, un très net effet sur le nombre de contaminations qui a baissé en 4 ou 5 jours, et ainsi que sur les hospitalisations qui ont diminué environ en 3 semaines. Couvre-feu et bars fermés, plus interdiction de vente d'alcool après 20 heures, en limitant de facto les déplacements et donc les interactions sociales. Ces 3 mesures peuvent avoir des effets significatifs en un mois. La clé, Laurent, se trouve surtout évidemment dans le respect de ces nouvelles règles sanitaires. Merci beaucoup Martin. Et en effet, vous avez raison, la clé, c'est le respect de ces règles, c'est ce que disent tous les épidémiologistes. Mais voilà, après des mois d'épidémie, le moral des Belges et l'adhésion aux mesures semblent en baisse. C'est ce que vient confirmer une étude. Thomas Deschamps. Comme des millions de Belges, Annie a suivi en direct hier soir la conférence de presse et les explications qui ont suivi dans les médias. Mais après 14 conseils nationaux de sécurité et 2 comités de concertation, l'incompréhension finit parfois par s'installer. Je l'ai suivi en direct. Je n'ai pas tout compris. On ne sait plus vraiment sur quel pied danser au final. Donc nous on veut bien suivre, on veut bien faire tout ce qu'on nous demande de faire, ça c'est pas un souci. Mais si eux-mêmes ils n'arrêtent pas de changer, c'est difficile. Une enquête menée avant les dernières annonces par Sciences Sano confirme malheureusement ce sentiment. En 6 mois, la proportion de personnes qui déclarent connaître et comprendre les mesures en vigueur est passée de 86 à 58%. Près de 30% de la population n'arrive donc plus à suivre alors qu'elle y parvenait auparavant. Une lassitude qui engendre de la frustration. Chacun a aujourd'hui sa petite bête noire, une règle qu'il trouve plus difficile à respecter. Le port du masque. Ça, le port du masque, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je le mets parce qu'il faut le mettre, mais si on n'était pas obligé, je ne le mettrais pas. Et la limitation des bulles, par exemple, c'est assez compliqué de respecter le nombre. Et d'office, j'ai dépassé le télétravail. Moi, je suis en télétravail depuis le 16 mars. Donc, je vois mes collègues presque plus, en fait. Soit par vidéoconférence ou de temps en temps, une ou l'autre par semaine. Mais c'est compliqué, oui. Résultat, les Belges seraient de moins en moins enclins à respecter toutes les recommandations. 23% d'entre eux laisseraient parfois tomber les mesures d'hygiène, 41% la distanciation sociale et 17% ne resteraient pas forcément chez eux lorsqu'ils tombent malades. Pire, tous ces chiffres sont en augmentation, alors que ces règles de base restent la meilleure protection face au virus. Il faut le subir, rien à faire. C'est rien faire d'autre. C'est la seule solution pour sortir du virus, c'est de respecter les mesures qui sont données, c'est tout.
Seule bonne nouvelle, le respect du port du masque est lui en augmentation et 9 personnes sur 10 déclarent se mettre immédiatement en quarantaine sur demande du tracing. Ce qui signifie tout de même qu'une sur 10 ne le ferait pas forcément. Bonjour à toutes et tous. 10 000 nouvelles contaminations par le coronavirus en un seul jour. C'était mardi dernier, le 13 octobre, en record. Plus de 2000 patients Covid sont hospitalisés, dont près de 360 en soins intensifs. Les derniers chiffres de l'épidémie ce matin font écho aux propos du Premier ministre Alexander De Croo à l'issue du comité de concertation hier soir. Il disait que les chiffres sont pires qu'en mars et avril dernier. On en revient donc à un confinement partiel. L'objectif est toujours le même, éviter la surcharge des hôpitaux, éviter que les patients non Covid n'aient plus de place. Voilà pourquoi les autorités ont décidé que pendant un mois, à partir de la nuit de lundi à mardi, nous ne pourrons plus avoir de contacts rapprochés qu'avec une seule personne. Nous pourrons inviter 4 personnes à la maison, mais toujours les mêmes et avec les distances et les masques. Le télétravail devient obligatoire quand c'est possible. Interdit de vendre de l'alcool au-delà de 20 heures et les bars et les restaurants doivent fermer jour et nuit. La fermeture de l'Horeca, une des mesures qui a suscité le plus de débats au sein du comité de concertation. Le fédéral va débloquer 500 millions d'euros pour venir en aide aux travailleurs de l'Horeca. Le droit passerelle, cette indemnité à destination des indépendants, sera doublé. Des reports de paiement sont également prévus. À cela s'ajouteront les mesures de soutien décidées par les régions. Le gouvernement wallon va en débattre aujourd'hui. Un couvre-feu sera imposé de minuit à 5 heures du matin. Seuls les déplacements essentiels seront autorisés. Un couvre-feu à minuit pour sauver les activités culturelles et sportives. Pour la culture et les sports, les protocoles en vigueur demeurent inchangés, mais ils vont être réévalués d'ici une semaine. Ce week-end est donc le dernier avant la fermeture des bars et restaurants. N'en profitez pas pour faire des fêtes débridées, c'est l'appel lancé par les autorités. Avant le confinement en mars, les fêtes de la dernière fois avaient fait grimper la courbe des infections.